Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans l'entretien un écrivain, un activiste politique, un ambassadeur de France, un ancien résistant, un survivant de Buchenwald aussi, un militant de nombreuses causes orphelines au fil des années. Stéphane Hessel, merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui. Tout d'abord, à 93 ans, votre histoire est finalement celle un petit peu du XXe siècle. Vous avez été témoin survivant de ces horreurs. Vous vous dites pourtant aujourd'hui porté par l'audace de l'espoir. D'où vient cet espoir ? Je pense que quand on est tellement vieux, 94, excusez-moi, encore un an de plus depuis l'apparition de mon petit livre, quand on est tellement vieux, on se rend compte que beaucoup de problèmes qui paraissaient insolubles ont été résolus. J'ai assisté à la défaite du fascisme, du nazisme, du stalinisme, à la fin de l'apartheid, à la décolonisation, pas forcément réussi, mais quand même. Donc des progrès énormes ont été faits. Ça me rend confiant. Les gros problèmes, très gros, devant lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas de raison que nous ne les surmontions pas avec la même confiance et le même courage que celui qui a permis à ma génération, par exemple, de construire l'Europe. C'est formidable, une Europe qui, il y a encore un siècle, était le lieu de tous les conflits, de toutes les confrontations. Aujourd'hui, elle vit ensemble. Ce n'est pas encore parfait, mais d'énormes progrès ont été faits. C'est pourquoi je pense que dans d'autres domaines qui me préoccupent, que ce soit la relation Israël-Palestine, que ce soit la dégradation de la terre à laquelle les écologistes doivent apporter enfin une solution, ou que ce soit la très grande pauvreté face à une immense richesse d'un tout petit nombre, c'est également révoltant, scandalisant, et on a raison de s'indigner. Alors justement, votre appel à l'indignation, donc publié l'année dernière sous le titre « Indignez-vous » et qui a visiblement vraiment répondu à quelque chose, puisqu'on voit des mouvements d'indignation un petit peu partout. On a l'impression pourtant qu'il s'agit vraiment presque d'un cri de désespoir que vous avez. On a l'impression que vous appelez aux gens de se mettre à côté, en dehors de la politique, puisque justement on ne peut pas y trouver de réponse à l'intérieur. N'est-ce pas plus de désespoir que d'espoir ? Alors non. Et vous voyez, il y a, je crois, derrière moi le petit livre que nous venons de publier avec Edgar Morin et que nous avons justement appelé exprès le chemin de l'espérance. Nous pensons en effet, lui il est beaucoup plus calé que moi là-dessus, mais nous pensons ensemble que les actes à mener, les plans à développer aujourd'hui ne sont pas plus difficiles à développer que ne l'étaient les attaques contre le totalitarisme dans notre jeunesse. Et par conséquent, l'espérance est là, à condition de prendre au sérieux, de ne pas se laisser rendre indifférent. Oh, pour moi, ça va pas mal, alors je me fiche pas mal du reste. Ça, c'est très dangereux. Il faut savoir s'indigner, mais il ne faut pas en rester là. Après s'être indigné, il faut s'engager pour que les grands problèmes qui sont devant nous puissent être abordés avec confiance. Alors ce livre dont nous parlions à l'instant, donc Indignez-vous, 4 millions d'exemplaires traduits en plus de 35 langues. Il était aux mains des manifestants en Tunisie, on en parlait à l'instant. On a vu ces mouvements d'indignation à New York, à Madrid, à Londres, un petit peu à Paris. Est-ce que vous êtes étonné de ce que cela a déclenché ? Je vous dirais qu'au début, ça m'a complètement estomaqué. Je pensais que nous avions, avec l'aide merveilleuse de Sylvie Crossman, mon éditrice, à laquelle je dois beaucoup, que nous avions écrit 30 pages qui pourraient intéresser nos compatriotes, qui n'étaient pas tellement heureux de la façon dont le président Sarkozy menait les affaires, et que ça les intéresserait de savoir que les valeurs auxquelles nous nous rattachions, les valeurs du Conseil national de la résistance, il y a 66 ans maintenant, les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a 63 ans maintenant, et que ces valeurs-là intéresseraient, quand on montre
qu'elles sont violées et qui a raison donc de se protester contre leur viol, on pensait que ça intéresserait nos compatriotes. On a été content de voir qu'en effet, rapidement, plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en langue française, et peu à peu, c'est arrivé à 1 700 000 en français. Et ce qui nous a totalement surpris, c'est que notre éditeur ait eu des relations avec 30 maisons d'édition dans le monde entier et que ce petit livre, 30 pages, ait été traduit dans une quarantaine de langues, en coréen du Sud, en argentin, en brésilien, en portugais, en espagnol, et que ce petit message, au fond c'est un petit message, qu'il faut se garder d'ailleurs d'interpréter n'importe comment. Attention, si on dit s'indigner, ça veut dire il faut balancer des bombinettes contre les gouvernements. Non, nous disons non-violence, mais indignation nécessaire, car de l'inacceptable est en train de se passer un peu partout. Mais donc indignation par rapport à plusieurs choses, un système économique, un système politique, des problèmes sociaux. Vous parliez à l'instant des problèmes en Israël et Palestine, on y reviendra dans un petit moment. Est-ce que le danger n'est pas que finalement c'est en son sein que le mouvement porte le germe finalement de son propre essoufflement, que finalement trop de revendications font que ces mouvements d'indignation ne peuvent pas durer, ne peuvent pas peser en vérité sur le système électoral, ne peuvent pas se traduire en quelque chose de plus durable. C'est en effet le danger, mais c'est aussi en même temps l'espoir. Regardez par exemple, à New York, ils ont été dispersés par la police un peu brutalement. Le surlendemain, ils étaient de nouveau là. En Égypte, ils pensaient pouvoir faire confiance à l'armée. Ils ont l'impression de ne pas pouvoir faire confiance à l'armée. On les a brutalement dispersés. Ils reviennent sur la place Tahrir. Ça veut dire que ce besoin de changement, ce besoin de ne pas accepter la dictature d'un capitalisme mondial sorti de toute régulation, devenu un peu fou et pesant sur tous les gouvernements, c'est quelque chose d'inacceptable contre quoi il est bon de s'indigner autant que possible, de façon non violente, mais en tout cas de façon déterminée et durable. Donc, en Tunisie, je suis très heureux. Actuellement, il y a un progrès très net. Aujourd'hui même, une première réunion de ceux qui ont gagné les élections. Ça, c'est très bien. En Égypte, ça va plus mal. Mais ça ira. En Syrie, ça va très mal. Mais ce n'est pas fini. Et donc, si vous voulez, cette indignation, ce besoin d'indignation, non seulement dans les grandes démocraties, comme les États-Unis, comme l'Allemagne, comme ailleurs, traduit donc dans 30 langues. Et ça veut dire que nous avons, Sylvie Crossman et moi, je lui rends hommage, car c'est elle qui a trouvé le nom, le titre. Indignez-vous, c'est à elle que je le dois. Mais le texte lui-même, c'est le mien. Et par conséquent, je pense que nous sommes tombés à un moment où on a besoin partout dans le monde d'un changement, d'une remise à plat de nos valeurs fondamentales et d'une autre façon de les aborder. On vient de voir en Espagne les élections législatives qui ont vu la droite revenir au pouvoir, une droite qui en plus prônait la rigueur budgétaire, plus d'austérité, alors que c'est finalement en Espagne qu'est né en Europe ce mouvement d'indignation. On a l'impression que pour ce qui est de l'Europe, des États-Unis, des pays occidentaux, on a du mal à traduire ça en quelque chose de concret. Même après les élections en Espagne, qui ont donné le pouvoir à une droite d'ailleurs pas très facile à décrire, elle se cherche encore. Mais la volonté de changement par rapport aux défauts qu'avait la démocratie de M. Zapatero, eh bien cette volonté de changement subsiste. Et je suis persuadé que nous allons continuer à voir, sous des noms différents, des mouvements de protestation, d'indignation. Pour revenir donc à Israël et à la Palestine, vous avez été critiqué, attaqué même ces derniers mois pour vos positions par rapport à la politique d'Israël envers les Palestiniens. Est-ce que vous étiez étonné de la virulence des attaques qu'on a vues contre vous ces derniers temps ? Franchement, c'est plutôt le contraire. Je constate, non sans plaisir, que jusqu'ici, on n'a pas essayé de m'attaquer physiquement.
bien entendu, j'ai compris que les critiques très fermes que contenait mon livre contre le gouvernement actuel d'Israël, les amis israéliens qui me connaissent savent que c'est contre ce gouvernement que je proteste, mais que j'ai une profonde sympathie pour Israël comme un État. J'ai été de ceux aux Nations Unies en 1947-48 qui avons fait qu'Israël soit reconnu comme un État par les Nations Unies. C'est grâce à ça qu'Israël existe. Et nous étions très fiers d'y être parvenus parce que nous étions marqués par les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale à l'égard des Juifs. Mais c'est la façon dont, depuis 40 ans maintenant, après la guerre des 6 jours, Israël ne tient aucun compte des besoins évidents du peuple palestinien, qui a droit à un État comme tous les peuples. Il n'y a qu'à lire pour ça la Charte des Nations Unies, à laquelle nous devrions tous être fidèles. C'est la raison pour laquelle j'ai attaqué très sévèrement le gouvernement actuel et que certains ont considéré que j'étais donc un affreux antisémite. Ça ne me touche pas beaucoup. Il se trouve que mon père était d'une famille d'origine polonaise juive, donc je me sens au contraire très proche de la volonté des Juifs d'avoir un bel État israélien, mais l'État actuel n'est pas acceptable. La façon notamment dont l'opération Plomb Durci a été conduite en 2008-2009, opération sur laquelle il se trouve que ma femme vient de publier un petit livre qu'elle a appelé « Gaza, j'écris ton nom ». C'est un peu un souvenir de Paul Éluard. Eh bien, là, je crois que ma femme comme moi, nous poursuivons une cause juste, la cause d'un État palestinien dont nous avons besoin et qui serait un voisin d'un bel État israélien fidèle aux grandes valeurs du judaïsme. Stéphane Hessel, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est la fin de notre entretien, mais on se retrouve très rapidement pour un autre entretien sur France 24.